Donc je le promettais, la réaction de Moscou, l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, estime que la Fédération de Russie pourrait intensifier, après ces annonces, ses frappes contre l'Ukraine et modifier les cibles des attaques avant le transfert des armes des États-Unis. Les aides, Moscou va les cibler avant même leur arrivée. Est-ce que c'est même juste techniquement possible ? Avant leur arrivée sur le front, oui, ils vont faire tout ce qu'ils pourront pour les identifier. Bien sûr, ça va être... Mais c'est le cas depuis le début de la guerre. Hein. Mais ça va être une chasse... voilà. C'est un énorme travail de renseignement, par ailleurs, parce qu'il faut pouvoir identifier, localiser... Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une bataille que, pour l'instant, les Ukrainiens ont gagnée. Cette bataille du soutien, cette bataille d'arriver rapidement. C'est une course contre la montre, parce que le 9 mai, c'est bientôt. Exactement. C'est dans une semaine. Mais au-delà peut-être du 9 mai, c'est vraiment avec des équipements. Il faut voir la complexité de la manœuvre qui est derrière. C'est des équipements divers et variés qui viennent de différentes origines, les acheminer là où ils sont le plus utiles. Alors on voit bien que pour la défense aérienne, il y a des choix à faire, parce qu'il n'y en a pas assez. Et en permanence, les Ukrainiens sont obligés de faire des choix stratégiques entre défendre Kiev, défendre une partie du front, quelle partie du front. Oui, donc ça, c'est déjà en soi difficile. Mais alors en plus, être sûr que tout ça arrive au bon endroit, au bon moment et dans de bonnes conditions, moi, je tire mon chapeau, vraiment. Hein. C'est une extrêmement belle réussite et on ne peut que souhaiter que ça continue avec ces équipements américains qui arrivent. Alors, on va écouter justement Joe Biden sur ces livraisons. Il a insisté sur la puissance du leadership américain depuis la Maison-Blanche. Il a dit aussi aux Américains, nous avons des indications pour dire que le Kremlin peut attaquer l'OTAN. Écoutez. Poutine l'a montré, la façon dont il bouge ses forces montre qu'il pourrait y avoir une attaque directe sur un allié de l'OTAN et l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord est la première chose qui viendrait à l'esprit. L'attaque contre l'un des membres est une attaque contre tous ses membres. Alors vous qui connaissez évidemment par cœur l'OTAN en tant qu'ancien commandeur suprême, est-ce qu'il y a des informations peut-être qu'on n'a pas et qui vont dans ce sens ? Est-ce que d'après vous, les Américains ont des preuves de cette volonté ou bien est-ce que c'est une dramatisation un peu plus politicienne qu'autre chose ? Je vous répondrai bien Qu'est-ce qu'on sait ? Plutôt la deuxième partie, c'est-à-dire c'est quand même assez politicien, sachant que Trump, lui, a remis en cause d'une manière ou d'une autre c'est pas une automatisation, mais l'application tout simplement de la défense collective. Il est bon que Biden remontre son attachement à l'Alliance et qu'il le souligne. Après, les indices qui pourraient laisser penser que les Russes en prendraient un pays de l'OTAN ne sont pas plus, à mon avis, plus clairs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Bien sûr, les frontières sont là, ça demande, c'est possible. C'est pour ça qu'il faut que l'OTAN soit prête sans délai. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce déploiement, toutes ces missions. C'est pas pour rien. C'est un plan dissuasif qui est en place. Et ça, Poutine ne peut pas ne pas le savoir. Donc, oui, je pense que M. Biden fait un peu, mais il a raison après tout. Il réaffirme tout simplement l'engagement des Américains au sein de l'Alliance Atlantique. Il va y avoir un sommet, il va se tenir à Washington pour à la fois faire le point et célébrer en quelque sorte, même tout à fait clairement, les 75 ans de l'Alliance, qui est une réussite incontestable. Et c'est le moment ou jamais de montrer l'engagement des Américains, sans ambiguïté, vu de sa place. D'autant plus que je voudrais ajouter que l'argument de Poutine de défendre les populations russes dans les pays baltes est complètement fallacieux parce que tous ces Russes russophones ne veulent surtout pas retourner sous gouvernement Ils savent bien russe. Quel est le bon côté de la frontière. Alors, c'est complètement... Il a inventé ça. Oui, mais les Américains le savent, que tous ces russophones-là, ils voudraient bien justement que la situation ne change pas. C'est quand même formidable de vous voir échanger. Hein. C'était complètement inattendu, on le rappelle, c'était pas du tout prévu. Mais c'est intéressant d'avoir deux points de vue et d'avoir deux manières d'exprimer la situation complètement différentes. J'en suis ravi. Non, mais en effet, c'est vraiment un exercice particulier, mais intéressant. Alors, des frappes ukrainiennes, c'est l'autre information. Des frappes ukrainiennes ont touché des sites, des installations énergétiques et pétrolières russes. L'Ukraine a frappé avec des drones, visiblement, des sites de la région de Smolensk, pour être tout à fait précise. On est à 400 km des frontières. Loin, hein. Ça a visé deux dépôts pétroliers qui stockaient environ 26 000 mètres cubes de carburant. À quel point est-ce un gros coup stratégique ? Avec quels effets ? Dans quelle mesure, d'ailleurs, est-il difficile ou non à réaliser ? C'est pas du tout évident. Ils sont loin de leurs frontières. Qui peut imaginer
au début de cette guerre que les Ukrainiens arriveraient à frapper avec leurs propres moyens. Attention, il y a toujours une ligne rouge. Les Alliés ne souhaitent pas que les Ukrainiens aillent frapper en Russie. Ils ont un peu une main dans le dos, mais ils s'en sortent très bien, parce qu'ils sont inventifs, et ils ont réussi, avec leurs drones, à atteindre ces cibles. C'est un peu surprenant, si vous voulez, c'est que la Russie, qui possède quand même une défense anti-aérienne digne de ce nom, ne puisse pas défendre. Alors, il ne peut pas défendre tous les objectifs. C'est la pagaille en Russie, vous savez. Écoutez, je vous crois. Je vous crois. Complète. Mais c'est complètement dans le droit de la guerre. Bien sûr qu'il faut qu'ils fassent ça. Qu'ils s'en prennent à ces cibles et qu'ils aillent toucher à l'approvisionnement même de la Russie. Pourtant, vous avez dit, ils se battent avec une main dans le dos parce que les Occidentaux leur disent qu'ils ne veulent pas, qu'ils se servent de leurs armes pour frapper, mais les Américains, ça va plus loin sur ces dépôts pétroliers. Souvenez-vous de ce qu'a dit Lloyd Austin il y a quelques semaines. Oui, j'ai entendu ça. Alors très franchement, je pense que l'Ukraine serait mieux avisée de s'attaquer à des cibles tactiques et opérationnelles qui peuvent directement influencer le front. Voilà, la réponse des Ukrainiens, elle est tombée la nuit dernière avec ces frappes dont on vient de parler. J'ai déjà répondu à cette question, en tout cas sur votre antenne avec vous-même. C'était que je ne suis pas d'accord, à mon niveau, modestement, mais avec Lloyd Austin. Non, on n'a pas le droit de laisser penser que les Ukrainiens ne pourraient pas mener la stratégie qui leur convient. C'est leur guerre. Et ils ont raison de la mener dans ces circonstances. Ils n'attaquent pas des populations, ils ne font pas n'importe quoi, ils attaquent. C'est exactement ce qu'on ferait si on était à leur place. Est-ce qu'il faut faire une lecture un peu cynique et très réelle politique de la situation, c'est-à-dire potentiellement déstabilisation des cours du pétrole derrière, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt des États-Unis, et en plus en période électorale. Si je vais jusqu'au bout peut-être... Maintenant, si l'attaque d'un dépôt comme celui-ci... Deux dépôts, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été frappés ces dernières semaines. Il y a bien d'autres facteurs qui jouent sur le prix du pétrole. Et Dieu sait si... vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de bien d'autres facteurs, peut-être la crise au Moyen-Orient, peut-être le rôle de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, des choses comme ça, ou encore celui des houthistes en mer Rouge. L'argument par rapport aux enjeux me paraît un peu faible. Macha Merel. Je pense la même chose que vous, Général. Je suis tout à fait contente de vous entendre. Vous avez parlé de la Chine. Un mot sur la Chine, justement, parce que Anthony Blinken, le secrétaire d'État, vient d'arriver à Shanghai. Ensuite, il ira à Pékin. Est-ce que vous pensez qu'il peut obtenir de la Chine qu'elle soutienne un peu moins la Russie? Parce que c'est évidemment l'un des enjeux de ce voyage très important. Et quels sont les arguments qu'il peut brandir pour y parvenir? Ils ont beaucoup échangé, et M. Blinken, c'est l'homme idoine pour aller parler aux Chinois. C'est son rôle d'ailleurs, secrétaire d'État. La question c'est, est-ce que ces relations sino-américaines peuvent s'apaiser? Ça serait vraiment dans notre intérêt aussi, qu'ils évitent une compétition qui finisse en confrontation. Or, pour l'instant, comme on dit dans mon métier, ils sont en cap collision. Ils sont quand même sur cette voie-là. Donc, je crois que c'est bien qu'ils se parlent. Et évidemment, dans ce dialogue, il y a le rôle de la Chine vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, mais ça dépasse assez largement cette question-là.